Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'astrologie, de mon astrologie entre guillemets, puisque toutes les informations qu'il y aura en grande partie, je les tire d'expériences de mes coachings. Je les tire aussi d'expériences corporelles, puisque je m'amuse un peu à suivre les transits dans le ciel et à voir comment je me ressens. Je fais ça depuis plusieurs années, donc je commence à ressentir quand Jupiter il est fort dans le thème, enfin dans le ciel, ou quand il y a des périodes Pluton, et donc ça, j'ai une partie corporelle, j'ai une partie langage qui a été beaucoup développée du coup dans les coachings. Lorsque les personnes parlent, je commence à sentir c'est quelle planète qui s'exprime. Ça, c'est un discours un peu martien, ça, c'est un discours un peu comme ça. Il y a aussi les films et les séries, ça m'a énormément aidé, puisque à chaque fois que des acteurs m'intéressaient, j'allais regarder leur thème astrologique et je m'amusais à voir un peu les ressemblances de film en film ou leurs personnages. Donc ça a été d'une grande aide. Et puis aussi évidemment dans mes années d'orthophonie, j'avais des patients qui venaient me voir quasiment 2 fois par semaine, parfois pour 6 mois, 1 an, et donc ça m'a permis d'avoir des études de cas assez intéressants avec des thèmes astrologiques que je pouvais voir évoluer. Donc j'ai l'impression d'avoir visité plusieurs dimensions de l'astrologie pour aujourd'hui être capable d'avoir un vocabulaire assez psychologique de l'astro. Et j'aimerais que ça puisse bénéficier, cette organisation psychique de l'astrologie, puisque moi j'utilise vraiment cet outil pour ça, je ne l'utilise pas pour la voyance. J'aimerais qu'il puisse en fait servir à n'importe qui est intéressé par l'humain, par de la sociologie, par comment fonctionne la psyché. Et ça, c'est uniquement possible si on passe le dilemme de est-ce que l'astrologie est vraie ou non, est-ce que les planètes ont réellement une influence. C'est un autre débat, il y a des réponses là-dessus. Moi, mon ambition, ce serait que l'astrologie puisse être utile, même aux cartésiens, même à ceux qui ne veulent pas y croire, n'y croient pas ou sont sceptiques, ou vraiment peu importe, parce que à la base, c'est surtout une schématisation de la vie qui a été découpée en 12 morceaux, et c'est une dissection très très intelligente de la manière dont fonctionne le monde, mais aussi l'esprit humain. Et je trouve ça un peu dommage que, parce que c'est un outil relayé à la voyance, on le jette complètement à la poubelle, alors qu'il est composé d'une immense intelligence. C'est-à-dire que plus on creuse dans l'astrologie, plus on voit que rien n'est laissé au hasard. C'est incroyable de voir que les signes de terre sont toujours opposés aux signes d'eau. Si vous regardez certains couples dans la vie, vous verrez qu'il y a très souvent un terrien, qui est assez cartésien d'ailleurs, et il y a une personne eau qui est assez émotionnelle. Les deux ont absolument besoin l'une de l'autre pour que les émotions puissent se stabiliser dans la terre, et que la terre, qui parfois est un peu dans le concret uniquement, puisse s'ouvrir à son émotion intérieure. On a toujours le feu qui est opposé à l'air. Vous verrez des couples où il y a toujours celui qui est un peu dans la spontanéité, qui fait les choses sur l'instant, qui écoute beaucoup ses tripes et son intuition. Et on a l'air qui est assez analytique, qui a beaucoup de recul, une forte conscience du passé et du futur, et une façon de solutionner des problèmes qu'on ne trouve pas dans les autres éléments. Donc, il n'y a pas juste une astrologie avec des signes, il n'y a pas juste quelque chose qui est ridicule dans l'astrologie, il y a un profond lien à une organisation intelligente de la vie. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais simplement vous dire ce que moi j'ai compris, ce que moi j'observe dans les 6 axes qu'on pourrait apparenter à 6 paradoxes qui constitueraient l'humain. Et le monde. Un paradoxe, c'est, en tout cas d'un point de vue psychologique, comment on le ressent en tant qu'être humain, c'est un peu inconfortable. Parce que c'est comme si on vous disait 2 vérités en même temps, qui sont contradictoires, et pourtant on sent que les 2 sont vraies, mais on a une tendance à vouloir qu'il n'y ait qu'une place. Par exemple, typiquement, l'astrologie, soit on dit qu'elle est vraie, soit on dit qu'elle est fausse. On va rester coincé dans un paradoxe. Dépasser un paradoxe, c'est accueillir 2 réalités en même temps, ce qui nous ouvre sur une façon de réfléchir le monde beaucoup plus multidimensionnelle. On peut commencer à accéder à des informations qui, lorsqu'elles ont dépassé le niveau de la dualité, nous approchent d'une sensibilité. Donc on commence à avoir les sens qui arrivent, puisqu'on n'est plus bloqué par l'esprit qui dit c'est ça ou c'est ça. On a un corps qui dit mais moi je suis tout. Et donc ces 6 axes de l'astrologie, je vais les faire tour à tour.
Et il faudra imaginer qu'on n'est pas juste du coup un signe ou un autre signe, qu'on est 12 signes en même temps. Votre signe solaire, il a plutôt tendance à j'ai envie de dire, amener votre attention consciente, votre sensation d'être en joie et heureux et au bon endroit lorsque vous pratiquez intensément la sphère de ce signe, le monde de ce signe, mais de manière générale, le soleil dans un signe ne peut absolument pas fonctionner correctement s'il n'a pas inclus une habitude de travailler avec des paradoxes. Donc l'astrologie, vu qu'elle nous montre 12 signes et 6 axes, avec des signes qui s'opposent, qui en apparence s'opposent, elle nous met déjà au défi de comprendre comment est-il possible d'être l'un et l'autre en même temps. On a par exemple le poisson qui va nous parler de lâcher prise et on a la vierge qui va nous parler de contrôle et on a absolument besoin des deux. Tout simplement parce que parfois on a c'est même pas parfois, nous avons des muscles qui fonctionnent sur ce système. Pendant qu'on a un muscle qui se contracte, on en a un autre qui se relâche. Et je crois qu'en plus ça arrive en même temps. Je ne suis pas très douée dans ce domaine, mais on a bien donc en permanence deux réalités qui peuvent venir. Voilà, alors je vais commencer avec l'axe de Bélier-Balance. De quel paradoxe humain nous parle cet axe? Alors, Bélier-Balance, de manière générale, moi je pense relationnel. C'est la partie de l'humain, c'est la partie de l'univers, mais je vais rester avec l'humain dans cette vidéo. C'est la partie de l'humain qui a des fonctions de relation. Tout simplement, dans une relation, on pense deux. Et ce qui va naturellement s'opposer à deux, c'est le 1. C'est-à-dire que soit on est en couple, je vais vous passer l'aspect culturel et tout, je vais essayer de rester dans le simple, parce que tout est discutable. Mais grosso modo, on a une association en balance, tandis qu'on a un travail un peu solitaire en bélier. Donc là, on a déjà deux polarisations de l'être humain. Lorsqu'on a beaucoup de planètes en balance, on a tendance à avoir un fonctionnement qui réfléchit beaucoup par l'association, qui aime savoir ce que l'autre pense, qui a presque besoin de s'associer. Et il y a un grand respect, une grande adaptabilité au désir de l'autre. Lorsque l'on a beaucoup de planètes en bélier ou en maison 1, on a un fonctionnement qui est habitué à réfléchir un petit peu de manière autonome, un peu comme un long célibataire ou quelqu'un qui aurait fait beaucoup de développement personnel. Donc la maison 1, je la relie beaucoup au développement personnel. Si vous avez beaucoup de planètes dedans ou le nœud sud dedans, on a généralement un long passé de « je veux savoir » comment m'en sortir, j'ai besoin d'apprendre à réfléchir seul, j'ai besoin de travailler mon système de décision autonome avant de rencontrer l'autre. Donc on est typique dans un axe de l'humain qui gère la rencontre. Quand on rencontre l'autre et qu'on se met en couple, il y a souvent cette phrase qui revient de « je me suis oublié quand j'étais en couple ». Donc ce premier paradoxe de l'astrologie, il nous dit comment, il nous pose la question de comment entrer en communion avec une autre personne tout en restant conscient de nous-mêmes. Comment faire confiance à l'autre tout en gardant un discernement de ce que l'on veut. On est donc dans ce premier axe qui vraiment challenge l'être humain sur comment être toujours moi en présence de l'autre, comment inclure l'autre, comment le laisser entrer en moi, comment le laisser influencer mon écosystème, tout en respectant mon bélier, c'est-à-dire j'ai mon propre écosystème personnel. Bélier-Balance, c'est aussi l'axe qui me parle du oui et du non. C'est vraiment quelque chose que je relie à notre capacité de s'ouvrir à l'autre ou de se fermer. Et c'est pas juste l'autre, c'est de l'extérieur. On a en bélier une forte intuition de souvent devoir dire non parce qu'on a tellement besoin de déjà comprendre qui nous sommes et comment vivre. Et vraiment, on a tellement de vie dans ce signe qui est le tout premier, qu'il a pour moi une façon de représenter la partie de l'humain qui doit absolument savoir éteindre l'extérieur pour agir de manière extrêmement perspicace, instinctive, de l'ordre de « je dois me sauver du danger » et je n'ai pas le temps de m'y adapter. M'adapter à la situation, ce serait attendre un poil trop tard et me faire manger. Donc il y a la possibilité dans le bélier de se désengager de quelque chose
qui ne nous convient plus. Dans le paradoxe bélier-balance, à l'opposé, on va donc trouver dans la balance l'engagement dans un couple, dans un mariage, dans une association, dans un partenariat, parce qu'on a confiance, parce qu'on sait aussi dire oui à cet endroit-là, et on sait dire oui parce que l'on sait s'adapter à un contexte. C'est la faculté de l'humain à pouvoir dire « Ok, je ne suis pas la seule information qui va pouvoir déterminer la suite des événements. Je dois prendre en compte ce que telle personne pense, ce que telle personne pense et ce que telle personne pense pour pouvoir créer une harmonie. » Alors que le bélier intervient dans nos vies à des moments où si jamais nous ne fuyons pas un écosystème malade et quelque chose qui nous bouffe quelque part, on ne va tout simplement pas pouvoir survivre. C'est le premier signe de l'astrologie, donc il est très très en lien avec la survie. Et là où dans la balance on fait donc attention au contexte, dans le bélier ça représente notre besoin de prendre des décisions qui n'incluent pas les pensées des autres, mais qui incluent vraiment une autonomie dans je ressens ma vérité et je dois affirmer et assumer ce que j'ai envie de faire. La difficulté dans le bélier, c'est que généralement il n'est pas au courant de ce qu'il a envie de faire. Comme c'est le premier signe, il y a quelque chose d'assez neuf, d'assez enfantin, d'assez tellement spontané qu'il n'a pas vraiment eu le temps de savoir ce qu'il voulait. C'est vraiment comme l'enfant qui fait des choses et qui ne sait pas pourquoi il les fait. Et l'avancée du signe du bélier, ça va être de s'associer avec des personnes en balance, ça va être d'être en couple et ça va être grâce à l'autre de savoir ce que je ne suis pas. Donc c'est un paradoxe humain à nouveau qui se pose la question de qui suis-je si je ne suis pas l'autre, et en même temps autant je peux comprendre qui je suis en n'étant pas l'autre, autant je peux aussi comprendre qui je suis en aimant l'autre, parce que à travers l'amour, c'est une association de je ne suis pas toi, et donc en t'incluant dans ma vie, tu vas avoir un impact sur moi. Et dans cet axe, du coup, on a souvent un petit peu peur d'être trop impacté. On a des peurs pour le célibataire endurci, on va avoir des peurs de s'ouvrir. Il peut créer un couple où il dit « oulala, chacun chez soi, on se voit que le week-end, etc. » Il va vouloir envie d'avoir de la distance. Ou on peut avoir à l'inverse de la dépendance affective. Mais de manière générale, je trouve que le bélier et la balance sont des signes qui nous apprennent beaucoup à entrer en relation avec l'autre sur un plan, j'ai envie de dire, de l'authenticité et de l'intelligence, parce que on a beaucoup tendance à voir le couple comme quelque chose qui doit fonctionner à l'amour. Et cet axe nous apprend que c'est pas suffisant, que l'amour ce n'est pas tout, puisque on est aussi en survie. Si on n'a pas une certaine intelligence relationnelle, nos désirs ne sont pas entendus, mais en plus on peut blesser l'autre, on peut l'étouffer, on peut lui faire du mal, on peut se décevoir, on peut manquer de vigilance par rapport à l'espace qu'on prend. Et donc ce sont évidemment deux forces en nous. On a en nous un bélier qui nous parle d'espace, qui nous parle de j'ai besoin d'un terreau qui soit fertile pour grandir. On retrouve beaucoup la sexualité dans le bélier et les facultés à féconder facilement. Et on a dans la balance quelque chose qui doit absolument veiller, la partie en nous qui doit veiller à ne pas penser que depuis sa propre perspective et qui doit ouvrir à la vérité de l'autre. Et généralement, lorsqu'on s'ouvre à la vérité de l'autre, ce n'est justement pas parce qu'on est d'accord. Si on doit s'ouvrir à la vérité de l'autre, c'est parce que quelque part, à la base, nous n'étions pas dedans. Donc, l'axe bélier-balance nous apprend à voir le couple, non pas d'un point de vue amoureux, mais vraiment d'un point de vue du travail. Le travail que demande une association, c'est je ne suis pas en accord avec ta vérité, mais je vais devoir vivre avec, parce que si je reste avec toi, c'est que j'ai pas envie de partir. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui a envie de comprendre, qui a envie de s'adapter, qui a envie de se prouver qu'il peut grandir, qu'il peut être en tolérance, en acceptation, qu'il peut respecter. Donc on a une immense tolérance dans le signe de la balance. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement, et ça c'est très important, ça ne veut pas dire qu'intérieurement dans ce signe on a fait le travail d'aller
être en compassion et d'aller être complètement touché. On a simplement un respect et une très forte compréhension que si je respecte ton espace, alors tu respectes le mien. La balance dit ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc elle a un visage très très justicier. Tandis que du côté du bélier, c'est notre manière aussi de pouvoir exploser lorsque justement l'espace de la justice et de l'intelligence, parce que c'est un signe d'air, vient envahir la spontanéité du couple. Si on a un couple trop balance, on a trop de règles, on a trop de principes, on a trop... alors parce que moi j'ai mis la table, c'est toi qui dois faire la vaisselle, et c'est trop figé. Et on va avoir dans le bélier une assurance que les choses reviennent toujours au moment présent. Bah non, peut-être qu'aujourd'hui c'est toi qui fais les deux, et puis demain je ferai ça, parce que le bélier il est en lien avec un temps présent, tandis que la balance elle veille, c'est une immense gardienne de l'espace et de l'harmonie, et parfois elle a tendance à perdre un peu son feu, parce qu'il y a une intelligence dans le feu qui vient réorganiser, qui vient brûler les concepts et les principes et qui te propose autre chose. Et dans le bélier, on peut avoir cette trop forte tendance à avoir peur des règles, peur des engagements, peur qu'on nous dise quoi faire, et donc du coup on veut tout le temps fonctionner uniquement à la spontanéité, uniquement aux tripes, et on va passer à côté de l'apprentissage de ce que ça fait que de ressentir un espace organisé qui a pris en compte l'autre. On a l'impression que prendre en compte l'autre, c'est facile. On a l'impression qu'il suffit de parler, de respecter, mais la vie nous montre les choses différemment, selon moi. La vie nous montre qu'on a énormément du mal à communiquer, qu'on a énormément du mal à rester en lien avec une personne sans qu'au bout de quelques minutes, il y ait de l'hypocrisie ou qu'on se blesse ou qu'il y ait du ressentiment. Ça va à une vitesse. Vraiment, aujourd'hui, n'importe quelle conversation que j'observe, il faut quelques minutes avant qu'il y ait de l'émotion refoulée dedans. Et donc, un mélange de ces deux signes nous apprend que la relation, c'est de l'intelligence, c'est du travail. Et surtout, comme on est en train de traiter avec des informations, vu qu'on est en couple, qui ne sont pas les nôtres, qui ne viennent pas de notre monde, si vous avez beaucoup de planètes dans l'axe bélier-balance, vous allez vraiment expérimenter ce que c'est que de découvrir un monde qui n'est pas le vôtre. Vous allez sortir avec des personnes qui sont complètement différentes de vous, et pour autant, vous allez voir ces magnifiques associations de deux mondes qui sont ensemble, qui savent se respecter, et évidemment qui savent s'aimer. Donc je trouve que beaucoup, moi dans cet axe, j'ai l'impression que on n'est vraiment pas tant sur un plan des sentiments que sur un plan de sortir de sa zone de confort pour avoir l'intelligence de réellement comprendre ce que ça veut dire que de tolérer une opinion différente, mais je déteste le mot tolérer, alors j'ai vraiment envie de dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais on a aussi cet apprentissage de justement le conflit à sa place dans un couple. Donc à nouveau, lorsqu'il y a beaucoup de balance, il y aura une grande difficulté à accepter le conflit comme quelque chose de constructif dans la relation, alors que d'un point de vue du bélier, en fait, le moment où il explose, c'est sa manière de rétablir le moment présent dans quelque chose qui a été over-analysé à des fins de paix. Donc c'est le côté un petit peu hitlérien parfois de la balance, hein, sous prétexte de paix et de politesse, il devient rigide et il ne le voit pas. Mais à nouveau, c'est parfait parce que chaque signe se complète extrêmement bien. Donc voilà, ça c'est pour le premier axe bélier, balance. Le deuxième axe, c'est le taureau-scorpion. Taureau-scorpion, donc la terre qui s'oppose à l'eau, c'est un axe yin, c'est un axe féminin, donc assez intériorisé. Il va nous parler de la matérialité en taureau, vs l'énergie, tout ce qui est invisible en scorpion. Ça donne, dans un paradoxe humain global, cette façon de vivre en même temps avec des choses très concrètes et en même temps très abstraites. Par exemple, un virement sur votre compte bancaire, c'est très concret, vous avez de l'argent sur le compte et en même temps vous ne l'avez pas. En même temps, il n'est pas là. Le fait que le lendemain, vous ayez de l'argent qui arrive ou qui sorte, vous ne l'avez pas vu. Vous n'êtes pas capable de le toucher, vous n'êtes pas capable de le palper. Cela dit, ça va vous faire sentir des émotions. Et lorsque l'on va retirer l'argent à une machine, nous avons ensuite des billets en main. Donc, on a une forme de transformation, de comment passer de l'énergie à la matière. Donc, cet axe, il nous parle
de transmutation, de transformation, c'est-à-dire trans le scorpion, formation le taureau, comment changer la forme. Le taureau peut se faire leurrer par la forme, il peut oublier l'invisible, il peut, parce qu'il a beaucoup d'argent en main, penser que l'argent est là. Le scorpion va venir rééquilibrer en disant à n'importe quel moment, ta forme, moi je la transforme en énergie et tu n'as plus rien. Un jour tu as une maison, le lendemain, potentiellement, elle n'est plus là. Et c'est du coup ce paradoxe interne de comment vivre dans un monde qui nous dit qu'en taureau, on est censé entrer de la nourriture dans le corps pour qu'elle sorte en scorpion du corps. Quel est le sens de ça? Quel est le sens de accumuler si c'est pour perdre? Donc ça, c'est quelque chose qui dérange l'axe taureau-scorpion, évidemment lorsqu'il n'est pas vu depuis le point de vue de la source, du point de vue vraiment humain. Les gens qui ont beaucoup de planètes dans cet axe, alors la maison 2, 8 ou taureau-scorpion, ils ont autour de leur vie des grands questionnements de comment mettre en forme quelque chose d'invisible et de surtout se souvenir qu'à n'importe quel moment ce n'est qu'une forme. Le corps reviendra à la terre. Comment sommes-nous censés être épicuriens et vivre une vie d'abondance alors qu'on sait que l'on revient à la terre? Voilà, c'est alchimique cet axe. Et il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont invisibles. Alors c'est pour ça que le monde du scorpion va beaucoup s'intéresser à la psychanalyse, à la psychiatrie, aux maladies mentales, qui essayent de faire reconnaître que non, la bipolarité c'est réel, que parfois un handicap qui ne se voit pas, eh ben, il a tout autant d'impact. Donc le monde du scorpion lutte pour amener de manière visible quelque chose qui n'est pas tout de suite appréhendable par les 5 sens du taureau, et le taureau va essayer de dire on ne peut pas rester dans un monde où tu me parles uniquement avec des mots. À un moment il va falloir qu'il y ait du concret et qu'il y ait surtout un sentiment de sécurité, puisque si on est tout le temps dans le scorpion, on est tout le temps en conscience que tout a une fin, que tout va mourir, et ça peut créer de l'angoisse. Le taureau, une fois qu'il a un toit au-dessus de sa tête, c'est plus facile pour un être humain de se sentir en sécurité et de pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà pour cet axe taureau-scorpion qui parle de la matière et de l'énergie à l'intérieur d'un être humain. L'axe Gémeaux-Sagittaire. L'axe Gémeaux-Sagittaire, vu que c'est de l'air et du feu, on est sur un axe un peu plus yang. Et surtout, c'est un axe qui est connu pour parler de l'apprentissage, de la connaissance, de quand on apprend des choses. Donc, on a vu que dans le premier axe, on parlait de la relation d'un être humain. Dans le deuxième axe, on parle de comment il gère le rapport à la mort. Et le troisième axe va nous parler de comment il gère le rapport à l'information. Parce que l'information, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'information? Est-elle vraie? Est-elle fausse? Est-elle utile? En avons-nous besoin? Qu'est-ce qui se passe si nous ne communiquons pas? Il y a beaucoup de, je dirais, de contrariété dans cet axe qui peut s'opposer facilement lorsqu'on tombe dans le piège d'essayer de chercher une vérité. C'est un axe qui va nous chambouler sur le fait qu'en Gémeaux, nous avons besoin, un petit peu comme en Taureau, d'une forme de stabilité dans les faits. C'est important que notre esprit, que notre mental puisse se poser sur des choses concrètes. Qu'est-ce que c'est une famille? Qu'est-ce que c'est une ville? Qu'est-ce que c'est un sentiment? C'est une forme de mémoire que nous avons de tous les mots et de toute notre connaissance qui va nous permettre ensuite de communiquer de manière claire, d'avoir des mots qui sont bien alignés les uns avec les autres. Ça représente la façon dont nos neurones se forment. Nos neurones, ils font du lien entre eux. Si vous avez des neurones dont les liens sont cassés, vous allez avoir une personne qui aura des difficultés de communication. Elle aura du mal à faire du lien avec les mots. Ça ne voudra pas dire que sa pensée est incohérente. Elle pourra très bien, sur un plan justement du Sagittaire, avoir une pensée qui lui fait sens, mais le Gémeaux va venir nous challenger sur notre capacité de mettre en mots notre vie. Et parfois le Sagittaire, donc à l'autre axe, il a tendance à négliger cet aspect, puisque le Sagittaire, contrairement aux mots, on est au processus de la pensée, c'est-à-dire la pensée interne. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de verbaliser, cela dit, je ressens le monde, je ressens la vie dans le monde, je ressens la philosophie qui me traverse, je fais des expériences, je n'ai pas besoin de lire un livre pour ressentir ça, je peux obtenir le savoir depuis tout simplement une autre forme
que la science ou que la transmission d'être humain en être humain. Le Sagittaire va essayer de utiliser les mots afin de les changer, les transformer dans son esprit et d'avoir une autonomie au niveau de la philosophie, une autonomie au niveau de la pensée, alors que le Gémeaux, il n'est pas tant là pour transformer les mots que les utiliser dans leur sens premier afin d'avoir des outils qui doivent bien marcher ensemble. C'est comme ça qu'on résout des solutions lorsqu'il y a des problèmes. On ne peut pas passer notre temps en Sagittaire à inventer des nouvelles solutions, alors que le Gémeaux, ça fait peut-être 10 ans que lui, quand il utilise tels éléments dans un tel sens et qu'il organise d'une telle façon, il obtient rapidement un résultat très factuel. Alors que dans le Sagittaire, vu qu'on est au niveau de la pensée, on peut avoir parfois la sensation d'avoir des résultats, on a des ressentis, on a des ouvertures de cœur, on a des ouvertures d'esprit. Mais quand tout a un sens dans notre monde, quand on veut que tout ait absolument un sens, que la météo ait un sens, que nos émotions aient un sens, on peut finir par se sentir un peu perdu et un peu seul, là où le Gémeaux a maintenu une faculté à faire du lien, à discuter de manière simple. Et en même temps, bien, le Gémeaux, évidemment, il peut manquer de recul sur la profondeur d'un mot, la profondeur d'un lien. Il peut passer beaucoup plus de temps à essayer de faire fonctionner un casse-tête plutôt que d'essayer de se dire que potentiellement les éléments qu'il a sont basés sur des mauvaises hypothèses, sont basés sur des hypothèses trop anciennes, trop fermées. Vraiment parce qu'il y a un attachement dans ce signe à avoir un résultat qui fasse sens selon des lois et des principes qui sont en fait parfois un peu enfermants. Je ne sais pas si j'étais très claire là-dessus, c'est pas évident à décrire cet axe, je trouve, mais grosso modo, ça représente le paradoxe de l'être humain de « je sais des choses et en même temps, j'ai besoin d'expérimenter ». Donc quand on a beaucoup de planètes dans cet axe, soit la maison 3, 9, soit Gémeaux, Sagittaire, on est quelqu'un qui va être beaucoup intéressé par notre paradoxe interne de « mais j'ai envie de croire à l'astrologie, par exemple. Je sens qu'il y a de la métaphysique, je sens qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais en même temps, si elle ne produit pas quelque chose d'utile, donc en Gémeaux, si elle ne produit pas quelque chose d'utile pour nourrir la pensée, je n'en vois pas l'intérêt. Donc c'est vraiment un paradoxe qui est tout le temps en train de trier les outils qu'il a et qui est en train de se demander qu'est-ce que je fais de l'information. Parfois j'en ai trop, parfois j'en ai pas assez, parfois elle stagne, parfois elle m'influence. Voilà, c'est un paradoxe de l'information, Gémeaux, Sagittaire. On va passer à l'axe Cancer-Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne, c'est un paradoxe qui concerne notre enfant intérieur versus notre adulte. Donc on arrive typiquement dans les sujets, si vous avez beaucoup de planètes en Cancer-Capricorne, vous allez être typiquement touché par ce paradoxe de vie qui est « je me sens toujours enfant en moi », alors que je suis en train d'agir comme un adulte. On a cette sensation dans cet axe qu'on n'est jamais vraiment arrivé au bout de la sagesse, qu'il y a en nous quelque chose qui demeure en permanence ignorant. Et plus on a de planètes en Cancer, plus on a généralement une façon d'aborder le monde avec une ouverture d'esprit qui remet en doute les choses, qui ne sait pas, qui est dans de l'eau, dans une sensibilité à obtenir de l'information dans le but de créer du lien humain. Ce n'est pas le même lien que le Gémeaux qui, lui, peut créer du lien entre les mots et de l'information, comme dans un journal ou une télé. Alors qu'en Cancer, c'est très important d'avoir une conscience de ses racines, savoir que l'on est la fille de, le fils de, même si on est orphelin, il y a une quête intérieure de « mais d'où je viens ?» Il y a une importance parfois de ressentir notre passé pour pouvoir aller dans le futur. Il y a une importance dans le Cancer au niveau de la manière dont on est élevé, la quantité d'amour que l'on a reçu pour pouvoir s'élever en Capricorne et s'intéresser à l'éducation, qui n'est pas pareil que le moment de la maternité où on accepte l'être humain tel qu'il est. Et dans l'éducation, il y a une forme de guidance, il y a une forme d'autonomie. Donc c'est vraiment un axe qui nous parle de la mère
et du père. Donc vous voyez que déjà l'astrologie elle couvre beaucoup de domaines, hein. Elle a couvert donc le thème relationnel, le thème de l'alchimie qui est dans le monde, le thème de l'information, et là on a le thème de la famille, le thème de pourquoi est-ce que je porte en moi des capacités d'autonomie, dit le Capricorne. Pourquoi en faire? Pourquoi être doué et bon dans des domaines si ce n'est pas pour aller nourrir l'eau en Cancer, si ce n'est pas pour aller nourrir mes rêves. On a beaucoup de Capricornes qui peuvent finir par un petit peu s'éloigner de cette sensibilité-là, et l'idée c'est dans les axes, dans l'astrologie, c'est à chaque fois de faire une synthèse. Donc le Capricorne devrait être au service du Cancer pour pouvoir utiliser ses fortes capacités de gestion, c'est vraiment des auto-entrepreneurs, c'est vraiment des personnes qui peuvent... si je reste d'un point de vue un peu biologique, c'est notre faculté à ne pas crouler au premier obstacle, c'est une vision long terme, c'est vraiment l'adulte, c'est ce qu'on pourrait dire, ok, il y a une forme de maturité dans cette personne. Cette maturité, elle est faite pour, à la base, on ne devient pas mature pour être mature, on devient mature pour pouvoir accompagner les jeunes enfants, pour pouvoir retourner en Cancer et accompagner la graine qui a besoin de pousser et qui a besoin de guidance. Et de la même manière, le Cancer, c'est notre partie gestation, c'est notre partie sensible, c'est notre partie maternante. Elle est là pour faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement dans la gestion, mais que l'on soit aussi dans la perception et que l'on soit aussi dans la faculté de vivre ensemble. Il y a dans le Cancer une telle idée de racine que si on ne trouve pas notre identité, si on a la sensation simplement de errer dans le monde, ça va être difficile de pouvoir construire des choses à long terme, de pouvoir se stabiliser, de pouvoir dire ok, moi je fais ça dans le monde, moi je veux ça. Parce que si le Cancer est relié à la manière dont on s'aime, à l'amour maternel que l'on a reçu, ça va directement impacter la manière dont on se traite, la tendresse que l'on a à son propre égard. Et alors ça a une grosse influence sur la matière que l'on va construire dans le monde, l'impact que l'on va avoir dans le monde. Un exemple, c'est que la maison 10, donc du Capricorne, elle est souvent reliée aux politiciens. Pour avoir un immense impact dans le monde, ce que tu vas mettre et ce que tu vas, l'aide que tu vas apporter au monde, va être complètement conditionné par la quantité d'amour que tu te portes. On peut avoir des politiciens qui ont des intérêts très personnels, on peut avoir des personnes qui utilisent leur pouvoir pour aider le monde. Et c'est très lié à la manière dont nos racines ont été plantées. Une plante qui a une racine de travers ou qui est mal irriguée, eh bien tout ce qui va pousser derrière va porter le goût du taux de tendresse, du taux d'amour, du taux d'amour propre. Et on a aussi beaucoup la mémoire dans le Cancer, donc on a cette façon de se souvenir de l'histoire. Ça reste un signe yang, hein, on parle beaucoup de sa sensibilité, mais c'est pas un signe yin, c'est pas un signe relié au féminin, c'est un signe yang. Et dans yang, vous pouvez imaginer un manuel d'histoire. Voilà, ça peut faire un truc assez yang. Vous ouvrez un manuel d'histoire, vous allez dans un magasin d'antiquités. Si c'est tenu par des gens qui sont du signe du Cancer, vous ne les trouverez pas hypersensibles et fleurs bleues. Vous pouvez les trouver très terre à terre. Ils connaîtront beaucoup de choses sur l'histoire. Ils sont intéressés par l'histoire des objets, des tapisseries, des musées. Alors qu'en Taureau, Scorpion, vous allez avoir des personnes qui sont intéressées par donner une seconde vie aux objets, des objets qui sont sur le point de décéder. On peut avoir du recyclage dans le Taureau, Scorpion, parce que c'est vraiment cette reliance aux champignons. Dans le Cancer, on est sur mon histoire et mes racines impactent la personne que je veux devenir. Donc on a une importance particulière à se demander qui l'on est en Cancer, quel impact on a envie d'avoir sur le monde en Capricorne, et de développer une forme de sagesse qui associe à la fois la sensibilité et la maturité. Donc c'est un paradoxe humain qui nous dit, tiens, famille ou professionnel, est-ce que je prends soin de mon eau, de mon histoire, de mon passé,
ou est-ce que je vais dehors et je fais une réalisation professionnelle et sociale. Donc il y a quelque chose à lier entre les deux, c'est se souvenir que là où on va, c'est aussi en fonction de là d'où on vient. Et bien sûr qu'on peut se renouveler, et ça va arriver du coup dans le prochain axe, qui est l'axe Lion-Verseau. Lion-Verseau, il nous parle justement de nous renouveler. Une fois qu'on a compris qu'on avait un passé, une éducation, qu'on avait une famille, qu'on pouvait avoir un impact dans le monde, le Lion et le Verseau, c'est un peu le paradoxe de la singularité et de l'unicité d'une ambition versus une compréhension que nous fonctionnons ensemble dans le monde. Donc, grosso modo, l'individu vs le groupe. Voici un nouveau paradoxe qui existe dans l'univers, qui existe dans la psyché humaine. C'est, tiens, comment faire ma place dans un groupe sans perdre mes désirs, sans perdre mes objectifs. On retrouve un peu la même chose dans le premier axe qui nous parle du premier signe de feu face au signe de l'air, qui est donc le bélier et la balance. Excusez-moi, je m'y retrouve. Donc dans le bélier balance, on avait dans une relation amoureuse comment aimer l'autre, comment recevoir, comment donner, tout en me souvenant de qui je suis. C'est très relié à la personnalité, c'est très relié à je dois absolument affirmer qui je suis lorsqu'on est dans une association. En Lion et en Verseau, vous pouvez étendre non plus ça à juste la personnalité, mais vraiment étendre ça à l'ambition. J'arrive dans une réunion, je suis censée, moi, avoir des ambitions, des désirs, des envies d'évolution. J'arrive dans un groupe qui a déjà un objectif commun. Comment est-ce que mon objectif personnel peut s'aligner à mon objectif commun? Donc vous allez avoir beaucoup, par exemple, dans le monde de la musique, le chanteur, le lion, qui doit absolument s'adapter à toute la régie, s'adapter à celui qui fait les mix des morceaux, s'adapter à celui qui fait la lumière pour les clips. Et on peut avoir une idée très précise de ce qu'on veut en lion. On peut vraiment avoir cette faculté de s'imaginer tout seul et de s'imaginer dans, voilà, moi c'est ça qui me plaît. Et en Verseau, on va travailler en équipe, tout simplement. Donc ça, c'est un gros paradoxe de vie qui va créer en thérapie des questions du genre j'ai du mal à trouver ma place, dès que je rentre dans un groupe, je m'efface. Pourtant, il y a tout le monde qui m'aime bien. Hein. Quand on est du côté du lion, il y a une très très forte tendance en fait à être sensible à la popularité de manière consciente ou inconsciente. Si vous êtes lion, vous n'y échappez pas. Vous êtes très 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 sensible à être apprécié. Vous allez entrer dans un groupe et en fait de manière générale il y a puisque vous aimez être apprécié, vous allez vous rendre appréciable. Donc on va vous aimer, vous avez une sorte de truc un peu généreux, débordant, mais en fait c'est surtout beaucoup un investissement de je veux pas perdre mes fans, je veux pas perdre ma popularité. Et c'est quelque chose qu'on a tous besoin de ressentir parce que ce qui élève une ambition, c'est la possibilité qu'elle soit mise ensuite au service d'un peuple. Donc c'est très important que le peuple nous aime bien. Il y avait tout intérêt à ce qu'un roi qui porte la couronne se fasse pas décapiter par son peuple. Si justement il savait intégrer l'axe Lion-Verseau, ce que certains rois n'ont pas su faire. Et dans le Verseau, on a cette thématique de j'adore bosser en groupe, je m'y retrouve, j'ai le lien facile, je connecte, pas besoin d'aller en profondeur dans les relations, j'ai une faculté de capter le potentiel de ce que pourrait devenir notre groupe. Vous retrouvez ça à nouveau en musique parce que j'aime bien regarder comment les groupes travaillent et vous allez avoir de l'ordre de celui qui n'est pas le lion, celui qui n'est pas la célébrité. Lui, il a tout le temps, vu qu'il n'a pas le stress de la popularité, il a tout le temps de regarder le potentiel du lion. Donc il va arriver, il peut être son agent, il peut dire tu vois là on peut faire ça, là on peut faire ça, là je t'ai mis en relation avec ça, là j'ai appelé la régie pour faire ça. Et il y a une hyper adaptabilité dans le Verseau qui est un signe terre qui va en fait avoir tendance à ne pas faire des choses de manière égotique. Il a pris en compte tellement de points pour que son futur corresponde à ce qu'il imagine qu'il n'a pas vraiment de temps pour les désirs de star du lion.
Donc un lion n'a pas toujours forcément la conscience, alors ça c'est quand je sépare, hein, mais évidemment si vous avez des planètes en lion, vous êtes forcément impacté par le Verseau, mais si vous avez beaucoup de planètes dans cet axe, en tout cas lion-Verseau, on s'intéresse à ce paradoxe de j'ai vraiment beaucoup envie de me satisfaire parce que c'est très important et que j'ai un cœur comme ça qui a envie de faire beaucoup de choses de manière artistique. Et en même temps, je suis conscient que cet art, s'il n'a pas sa place dans le monde, il ne sert à rien. S'il n'a pas une façon de s'engager dans le monde, c'est ce que va demander le Verseau, c'est que c'est très bien de faire de l'art, mais est-ce que ton art pourrait avoir un message? Est-ce que ton art pourrait faire évoluer l'humanité? Donc, dans le Verseau, on a beaucoup cette envie de faire attention à la pollution, à être éco-responsable, grosso modo, puisqu'on est en train de réfléchir le potentiel du monde. Et en Lion, on se demande comment est-ce que, par exemple, ce nouveau courant de éco-responsabilité pourrait bénéficier notre propos dans une conférence, dans un projet personnel. On utilise le monde pour servir une lumière et cette lumière fait totalement son effet tout autant qu'un groupe. Donc voilà, c'est un paradoxe, c'est deux façons de travailler. Vous avez des gens qui disent j'adore travailler en équipe, vous en avez des autres qui disent moi j'ai peur que ça ne corresponde pas à ce que j'ai envie de faire. Donc là vous avez du lion. Et généralement, le lion a une très très forte intuition de ce qu'il ressent dans le moment présent, et le Verseau a une très très forte intuition du potentiel de ce qui pourrait être fait dans le futur. Donc on essaye vraiment d'essayer de trouver comment dans le présent manifester réellement une expression sans attendre que ce soit parfait en Verseau, tout en ayant des objectifs qui soient, je dirais, il y a une forme d'utilité dans cet axe, il y a une forme qui questionne pourquoi on fait les choses, l'impact de notre image, à quoi ça sert d'avoir des millions d'abonnés si on ne fait pas quelque chose de bien avec, et on a le droit de faire ça aussi. Donc ça pose voilà, des questions un peu d'ordre moral, je trouve. Et c'est très sensible cet axe à ce que font les autres. C'est très sensible à la comparaison. Ça regarde beaucoup, justement, ça juge sa capacité d'utilité en fonction de est-ce que j'ai un impact. Mais c'est un impact grâce à l'image, alors qu'en Capricorne, on aurait un impact grâce aux actions concrètes de la société. Le fait qu'on s'étale un peu partout. En Capricorne, je trouve que c'est une ambition qui a beaucoup envie de faire les choses bien par rapport à un sentiment de conscience professionnelle personnelle. C'est pas la même chose dans l'axe Lion-Verseau. On a souvent envie de faire les choses bien parce que la sensation de communion avec un extérieur nous fait sentir qu'on est utile. Le Capricorne ne se pose pas la question de s'il est utile, il sait qu'il ne peut pas faire autrement, il ne veut que faire des choses qui aient un sens pour lui, qui fassent sens par rapport à de là d'où ils viennent. Donc on a quelque chose dans l'air et le feu qui est moins ancré que la terre et qui est un peu plus dans ça peut changer à n'importe quel moment. Un jour j'ai telle image, le lendemain j'utilise mon image pour faire autre chose. Dans l'axe Cancer Capricorne, vous trouverez beaucoup plus de stabilité du genre non moi c'est du long terme, je fais quelque chose qui a un sens par rapport à qui je suis, par rapport au chemin de ma vie en fait. Voilà, et puis le dernier axe, Vierge Poisson. C'est un paradoxe que j'ai repéré assez facilement grâce au coaching. Donc les gens qui ont beaucoup de planètes dans l'axe Vierge Poisson, dans l'axe 6-12, sont des gens obnubilés par la question de la procrastination. C'est le paradoxe du lâcher-prise ou de devoir faire quelque chose. C'est ce fameux moment qui revient beaucoup en coaching, ce fameux moment où on se demande si on devrait être en train de faire quelque chose ou si on devrait être en train de se reposer. Donc au niveau du poisson, nous avons une vision éloignée du monde, nous avons un recul. Lorsque tu as un recul sur les choses, ça veut dire que tu as besoin de prendre de la distance pour ne plus être aveugle. Alors que la Vierge, à l'autre opposé, lorsque tu finis par être trop en recul, tu peux finir par
ne plus savoir par quoi commencer. Tu peux perdre ce cadeau que le quotidien peut te faire, qui est si tu fais un petit peu chaque jour, tu peux aller très très loin. Il y a dans la Vierge une immense conscience de l'importance de chaque journée. Chaque journée a un immense potentiel de changer ta vie. Tu n'as pas besoin que chaque journée soit blindée de toute l'ambition que tu as en Poisson. Quelle est l'ambition du Poisson ? Sauver le monde, rien que ça, être absolument utile, faire quelque chose qui change la face de l'humanité d'un point de vue de amener plus d'amour. Donc c'est un axe assez spirituel, mine de rien. On va retrouver beaucoup les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les soins, dans le paramédical, dans le social, dans le coaching aussi. Mais on a deux formes de soins assez différents, hein, vu qu'on est bel et bien dans un paradoxe qui nous habite, qui est est-ce que je dois compter l'argent quand j'aide quelqu'un ou pas? On a du mal dans cet axe à faire la paix entre un aspect très humain de nous qui en Poisson nous lie instantanément. On voit tout et tout le monde de la même façon. On a une sensation d'amour pour tout et toute chose. Il est très très facile de regarder n'importe quel humain et d'avoir envie de le pardonner dans ses péchés parce que nous sommes complètement en lien avec l'idée que ça pourrait être nous qui aurions fait cette bêtise. Nous avons un pardon immédiat parce que c'est comme si nous portions le fardeau d'une culpabilité déjà existante depuis nos anciennes vies. C'est un signe que j'aime beaucoup relié au karma. On est en lien plus ou moins consciemment, enfin inconsciemment, mais on est en lien avec les mémoires, avec le transgénérationnel. On sent, on imbibe les erreurs et les choses géniales qu'ont fait nos ancêtres. Et donc on a automatiquement une sorte de recul dans la vie. Ce sont des personnes qui souvent ont des liens très forts avec les grands-parents, principalement la grand-mère, alors qu'en taureau, je dirais que c'est beaucoup plus le grand-père, celui qui montre comment construire des choses avec ses mains, voilà, le menuisier. On a la grand-mère spirituelle en 12 en Poisson qui va transmettre une sagesse à l'enfant dès son plus jeune âge, une sensibilité au temps aussi. Il y a une très forte sensibilité au temps dans l'axe Poisson-Vierge qui n'est pas du tout la même à mon goût que la sensibilité au temps dans l'axe Cancer-Capricorne qui est aussi un axe d'eau et de terre. Je trouve que ce sont des axes qui sont sensibles au temps puisque l'eau va nous parler de la mémoire, de notre passé, c'est quelque chose d'assez quantique. On peut avoir quelque chose, on ne se rappelle pas d'où ça vient mais on a une sensation, on a une émotion et la terre va nous parler de le temps réel. On est capable de mesurer qu'une plante elle était à tel niveau un jour, tel niveau un autre jour. On peut mesurer un espace-temps. Donc le Capricorne va être fortement en lien avec le temps de sa vie, comment rentabiliser ma vie, j'ai 10 ans pour construire cette entreprise, etc. Dans l'axe Vierge-Poisson, c'est un temps profondément interne, on ne sait pas le gérer, on ne sait pas comment l'utiliser, généralement beaucoup on le fuit parce que autant le Scorpion nous parle de la mort telle qu'elle est, c'est-à-dire eh bien on voit quelqu'un qui est en vie et puis l'instant d'après il est mort, hein, il y a une fin assez directe. Le Poisson nous parle d'une mort très subtile, une mort qu'on sent un peu nous guetter tous les jours, que l'on peut retrouver dans le silence par exemple, dans la retraite. C'est quelque chose qui nous rappelle que l'on vient d'ailleurs, quelque chose qui nous rappelle que on vient au monde complètement seul quelque part et on mourra complètement seul. Et cette conscience du temps, de l'infinitude, je ne sais pas si c'est un mot, et ça va beaucoup impacter notre quotidien parce que imaginez que vous avez beaucoup de planètes en Poisson ou en maison 12, vous allez avoir une façon de vivre la vie qui est constamment en lien avec ce recul de tout est un peu éthéré et éphémère et finalement, à part respirer, y a-t-il vraiment une autre façon d'aimer sur Terre ? Et puis la Vierge, elle est là, elle dit mais pendant que tu es en train de ressentir que tout est tout le monde, eh bien tu n'as pas travaillé les membranes de tes organes. Et aujourd'hui ils sont fondus dans absolument tout. On retrouve la notion de handicap dans le Poisson et dans la maison 12 et de santé et de soins dans la Vierge parce qu'elle travaille fortement à avoir des fermetures à l'ouverture du Poisson. Le Poisson ouvre à l'idée que nous sommes tous un. La Vierge dit, d'un point de vue concret, je suis un signe de terre, nous ne sommes pas tous un. En fait, toi, tu dors dans ce lit et moi, je dors dans ce lit. Parce que si j'arrive dans un lit et que d'un coup, je m'étale sur toi et que
que je t'écrase pendant ton sommeil. Je ne pense pas que tu vas me dire on est tous et tous un. En fait, tu vas me dire dégage, j'ai besoin de ressentir mon corps. Donc c'est un axe qui nous appelle très fortement, que l'on le veuille ou non, à avoir un intérêt autour de la santé, autour des membranes, autour de délimiter les choses. C'est de l'amour aussi. Et alors, l'idée du quotidien, c'est la puissance de purger un petit peu tout notre espace intérieur pour qu'il s'incarne dans un quotidien qui fasse sens. Donc vous allez avoir beaucoup de coachs dans la maison 6 qui auront envie de vous aider à prendre les choses petit à petit, telles qu'elles sont, d'avoir des objectifs qui sont, vous savez, un petit peu chaque jour. Ce sont des vidéos YouTube que vous allez pouvoir voir, voilà, pendant 30 jours, j'ai arrêté le sucre. Vous allez trouver ces délires dans l'axe 12-6 parce qu'on fait des expériences avec le temps, on fait des expériences avec la santé. On est complètement dans le paradoxe de l'humain qui, quelque part, il est vivant et il n'est pas vivant. Il est vivant et en même temps on ne le comprend pas. Il y a tellement de mystères. Comment réussir à avoir un travail en vierge qui apporte ses fruits sans tomber dans le contrôle, sans tomber dans la peur du temps, c'est-à-dire je suis envahie dans mon espace personnel en poisson et j'ai peur de mon espace personnel. Donc en maison 6, je vais parfois m'arranger inconsciemment. Les personnes qui ont beaucoup de planètes en maison 6, vous allez vous arranger pour n'avoir jamais de temps. Vous allez vous arranger pour avoir tout qui s'ensuit et vous allez être happé dans un quotidien. C'est comme si on pouvait avoir dans cet excès de cette polarisation du paradoxe quelque chose qui ne veut pas faire de mise à jour, ne veut pas revenir et potentiellement utiliser un repos pour comprendre la notion du quantique, qui est que lorsqu'on est connecté à la conscience et à la vie, l'organisation, en fait, quelque part, elle existe déjà. En fait, le monde, il est déjà organisé, il est déjà extrêmement intelligent. Donc une façon maladroite de vivre la Vierge serait de penser que le monde est chaos et qu'elle doit l'organiser avec son mental. Et donc là, elle va faire de l'organisation sur un espace vivant qui est déjà organisé de par sa naissance. Et ça me fait penser beaucoup à la permaculture que l'on retrouve dans la maison 6, dans l'axe de la Vierge, où en apparence les légumes sont chaotiques et en fait on peut les organiser dans un certain espace. Et donc pour moi, une Vierge bien vécue, elle va plutôt essayer, grâce au poisson, d'aller questionner les lois de la vie en poisson. Elle va essayer de prendre un recul et de dire « je ne suis pas Dieu, je suis la main de Dieu, je vais regarder ce que Dieu a fait ». C'est un axe très religieux, c'est un axe spirituel. Je vais regarder comment Dieu a organisé les choses, je vais apprendre des lois de la vie en poisson. Donc les poissons ont souvent naturellement une reliance à ces lois. Ils agissent de manière qui peuvent paraître complètement décousues à la Vierge parce qu'elle n'aurait jamais fait ça. Mais le poisson, il est dicté par une intuition. Et en fait, cette intuition, si on la suivait de manière très rationnelle, elle correspond à des lois physiques quantiques, mais qui sont plus ou moins invisibles. C'est tout l'espace quantique qu'on n'a pas encore complètement appréhendé avec les fractales, les ondes, les fréquences. Et donc le poisson, lui, il suit les lois. Il est emmené naturellement par les lois de l'intuition et il ne le sait même pas toujours. Tandis que la Vierge, elle est censée utiliser ces lois-là pour créer dans son organisation de vie un espace cohérent, un espace intelligent, utiliser les lois pour que son environnement soit intelligent. Si son environnement il est intelligent parce que la matrice lui a dit « tu es une femme, tu es au foyer, tu es censé faire ça, quand ton mari y rentre, tu es censé faire ça », elle va avoir une organisation basée sur un conditionnement psychique de la matrice et le corps va réellement souffrir et créer beaucoup de symptômes. Donc le but de la Vierge et de la maison 6, c'est d'aller créer une vie qui applique les lois de l'univers, c'est-à-dire poser des questions de « et si mon quotidien, je devais plutôt organiser un environnement en fonction de la cellule que je suis, en fonction de mes besoins ».
Et quelqu'un qui aurait complètement délaissé la Vierge, eh ben, il va se retrouver dans justement cette forme de procrastination en Poisson qui est mais je ne suis plus fonctionnel, mon environnement je ne m'y retrouve pas, je ne sais pas fonctionner dans cette société, je ne sais pas fonctionner dans cet espace-temps, je me sens inutile parce que le Poisson il n'a pas construit ses frontières, il n'a pas construit parfois un chemin qui lui permet de correctement s'incarner dans le monde. Et ce qui est parfait dans l'astrologie, c'est que on va voir que chaque personne qui habite potentiellement une polarité de l'axe va très très souvent s'entourer de personnes qui sont polarisées depuis l'autre côté de l'axe. Donc ces personnes vierges qui ont essayé de contrôler leur monde avec leur tête pour créer une organisation parce qu'elles pensaient qu'il n'y avait pas de Dieu et donc du coup elles pensent qu'elles doivent être responsables de tout, sinon il n'y a pas de, sinon c'est le chaos. Quand ces personnes-là se retrouvent à plat, elles vont aller dans des hôpitaux où vous allez avoir beaucoup de personnalités poissons qui vont avoir l'habitude à cet endroit-là de travailler avec une intelligence, on va dire, du temps, du repos. On va vous dire non, non, vous avez 2 semaines de convalescence, vous ne sortez pas avant. Il y a une réelle intelligence du temps en fait, du temps de régénération. Alors que dans le Capricorne, on a plutôt une intelligence de construction, de réalisation. Donc voilà pour cette vidéo sur les axes, sur les paradoxes qui constituent l'astrologie. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres parce que j'ai vraiment d'autres idées qui pourraient aller creuser chaque axe en profondeur avec la manière dont notre psyché fonctionne, c'est-à-dire notre pôle conscient qui est persuadé à un certain moment de devoir faire ça. La compulsion qui se crée dans l'autre pôle de l'astrologie. Donc chaque signe, c'est l'inconscient de l'autre. Le taureau, c'est l'inconscient du scorpion. Le scorpion, c'est l'inconscient du taureau. Donc quelqu'un qui a trop polarisé le taureau et qui a donné au taureau une survalorisation par rapport au scorpion va se retrouver à vivre des événements scorpioniens très forts et chaque signe a un peu son univers à te proposer. Donc quelqu'un qui aurait négligé le scorpion va se retrouver à devoir faire face à la mort, à du deuil, à de la transformation alors qu'il n'en veut pas. Quelqu'un qui a survalorisé le scorpion et qui a négligé le taureau va donc avoir une compulsion en taureau qui sera de l'ordre de la terre, c'est-à-dire des pertes de maison, là je vais vraiment dans le gros, hein, des pertes financières, des problèmes au niveau du corps, l'anorexie, etc. Donc la forme qui va changer parce que la forme essaye de dire mais il faut inclure la possibilité que la forme change, hein, donc on grossit, on mincit, on grossit, on mincit. Et donc cette compréhension et cette perception du monde à travers l'astrologie, elle est infinie, elle peut être creusée, elle peut être philosophée parce que ça nous apporte une clarté d'esprit de pouvoir se dire « Ah ouais, ok, le monde, on pourrait potentiellement le découper en 12, ça veut dire qu'on aurait 12 sièges tranquilles sur comment poser nos pensées. Voilà, moi, le cadeau énorme que l'astrologie m'a fait dans la vie. Au-delà d'essayer de comprendre même juste l'être humain, on comprend aussi des cycles. On comprend pourquoi tu as ces 3 signes-là au niveau de l'automne, du printemps, de l'hiver. Tu peux creuser sur plusieurs dimensions et c'est très réjouissant pour l'esprit de ne plus être dans une quête de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais plutôt de se dire, tiens, est-ce que ça fait pas du bien au lieu de vivre notre vie un petit peu uniquement dans le moment présent chaotique, c'est-à-dire sans sens, est-ce qu'on pourrait obtenir du sens et de la spontanéité parce que notre cadre a été bien défini, parce que j'ai 12 cases dans la vie, alors je peux me permettre la spontanéité du moment présent. Essayer de vivre un moment présent alors qu'on est en constante angoisse d'un monde qui ne fait pas sens, eh bien moi je pense que les outils comme l'astrologie, ils peuvent apporter une structure dans l'esprit. Et à nouveau, franchement, que ce soit vrai ou faux, est-ce que tout le monde ne bénéficierait pas de comprendre que le phénomène de ingérer quelque chose en taureau amène un phénomène de purge en scorpion? Est-ce que ce n'est pas des lois finalement très vivantes de comprendre que si ton corps n'avait pas des fonctions de purge et de nettoyage, tu mangerais qu'une fois dans ta vie et après t'exploses? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette intelligence de regarder la métaphysique dans l'astrologie et la mettre au service de la philosophie, de la psychologie, sans chercher à savoir si l'influence des planètes
à une quelconque incidence. Tout ça pour dire que l'astrologie, elle pourrait largement se réfléchir sans les planètes. On n'est pas obligé de faire des thèmes astrologiques, on peut simplement s'appuyer, et moi c'est ce que je fais beaucoup, sur 12 principes, 12 maisons, 6 paradoxes, et on a déjà largement de quoi faire pour continuer à organiser notre esprit afin de nous sentir libres, de pouvoir nous reposer à l'intérieur par la suite. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao.